Voilà. Bonjour à tous, merci d'être bien à l'heure pour le début de l'événement avec Clément Fégé sur évaluation entreprise et biodiversité de l'IPBES. Clément va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, donc normalement vos caméras, vos micros sont coupés pour le moment. Vous pourrez les réallumer tout à l'heure une fois qu'il aura fini son intervention. Donc, je le dis maintenant, mais je le rappellerai tout à l'heure. Ah, il y a Clément qui arrive, je peux le voir. Euh, euh, L'événement va être enregistré. Ça va, Clément, tu arrives à te remettre? Bonjour à toutes et tous, mais j'arrive pas à pourquoi ma caméra ne redémarre pas. Donc je vais essayer de régler ça. Ok. Donc, le temps que les petits réglages techniques se fassent, donc l'événement va être enregistré. Voilà. Donc, re-bienvenue à toi, Clément. Donc, on est ravis de vous accueillir tous pour ce webinaire Café Débat de l'UPGE, un peu une nouvelle formule par rapport à d'autres webinaires auxquels vous avez pu assister de l'UPGE par le passé. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors, l'UPGE, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'Union professionnelle du génie écologique, c'est la fédération des entreprises qui travaillent justement à la restauration de la nature, que ce soit côté travaux, côté études. Et dans le cadre de nos différentes activités, nous avons notamment des groupes techniques spécialisés sur l'ensemble des champs d'activité où nous travaillons, donc que ce soit sur les questions de l'eau, des sols, de la compensation. Et plus récemment, nous avons engagé des travaux notamment sur la dimension économique. Donc, on a profité de l'occasion de la publication du rapport de l'IPBES pour proposer à Clément Fégé, qui est maître de conférence à AgroParisTech, de pouvoir intervenir. Il est aussi un des co-rédacteurs du rapport qui a été publié il y a quelques semaines maintenant sur le sujet entreprise et biodiversité. Donc, Clément va nous partager son analyse sur justement les grands enjeux aujourd'hui que l'IPBES a portés dans le cadre de ce rapport, dont la rédaction a duré quand même quasiment 4 ans. C'est le premier rapport de ce type au niveau mondial. Et ensuite, à l'issue de cette présentation, on pourra entamer un débat justement sur la manière dont le génie écologique peut contribuer à la mise en œuvre et au succès des recommandations qui sont présentées dans ce rapport. Donc, Clément, la parole est à toi et j'éteins ma caméra. Quand tu verras ma caméra qui se rallume, c'est qu'il sera temps pour toi d'arriver à la conclusion. Voilà. Coupé. Merci Yannick. Alors il faudra me dire quand tu rallumes ta caméra, parce que comme je vais être sur mon écran avec les diapositives, je ne verrai pas ta caméra se rallumer. Donc Pas de souci, pas de souci. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi d'avoir l'occasion de m'exprimer devant le public que vous constituez, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est un peu au cœur aussi d'une partie de mes recherches, le rôle que peuvent jouer en fait le secteur économique de l'environnement et en particulier de la restauration, protection de la nature dans le fait d'avoir un agenda ambitieux pour la protection de la nature, j'y reviendrai. Donc c'est particulièrement intéressant pour moi et je pense que le débat sera tout à fait intéressant. Moi, ça m'intéressera aussi d'entendre en fait vos réactions et vos positionnements par rapport au grand message qu'a porté l'IPBES. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est un peu de me faire le porte-parole en fait de ce rapport qui pour l'instant, uniquement le résumé pour décideurs en fait, a été publié le 9 février dernier. J'y reviendrai. Les chapitres plus approfondis seront publiés normalement courant avril. Et donc, c'est essentiellement l'objectif de cette présentation, de vous donner une vue d'ensemble de ce qui a été couvert dans ce rapport, d'insister au passage sur quelques messages clés, sur les éléments de vocabulaire qui sont posés, dont je pense, en fait, la plupart d'entre vous connaissent déjà quand même tous les termes du débat, mais
Je pense que ce n'est pas inutile de réentendre comment, dans ce rapport-là, ils ont été structurés, portés. Parce qu'une des questions qui se pose aussi, c'est comment le secteur que vous constituez peut s'emparer en fait, de ce rapport pour porter des agendas, encore une fois, ambitieux sur la biodiversité et puis de développement de métiers qui y sont favorables. Donc moi, effectivement, j'ai participé pour que vous situiez aussi ce que j'ai fabriqué dans ce cadre-là. Donc moi, j'ai participé donc, à titre bénévole comme expert depuis 4 ans en fait, à ce rapport. Donc d'abord dans l'étude de cadrage qui élabore le plan des chapitres, puis comme auteur principal, notamment dans le chapitre 4, qui est un peu au cœur du rapport, dans le sens où c'est là que se fait l'analyse des problématiques de mesure d'impact et de dépendance des entreprises à la biodiversité. Et donc, c'est particulièrement à ce rapport, ce chapitre que j'ai contribué. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter tout ça. Je veux revenir juste en quelques mots sur quand même qu'est-ce que l'IPBES, même si je sais que vous connaissez toutes et tous déjà cette plateforme, mais simplement pour rappeler ce que c'est quand même et aussi insister du coup sur la particularité de ce rapport par rapport à plein d'autres rapports qui existent déjà sur la problématique des entreprises et de la biodiversité. Donc l'IPBES, c'est une plateforme intergouvernementale, sciences politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc certains l'appellent l'équivalent du GIEC de la biodiversité, qui donc a été créé en 2012, qui est basé à Bonn et dont l'objectif principal est de renforcer en fait l'interface sciences politiques pour la biodiversité pour assurer la conservation, la restauration et l'utilisation durable de la biodiversité. Donc c'est une plateforme qui est ouverte à tout pays membre des Nations Unies. Aujourd'hui, il y a 150 ou 149, selon que le retrait des États-Unis soit effectif ou pas, qui sont membres de cette plateforme. Elle regroupe aussi plusieurs centaines d'observateurs. Donc, c'est des organismes, instituts de recherche, des entreprises, des ONG, aussi des représentants de peuples autochtones. Et pour chacune de ces évaluations, elle mobilise plusieurs milliers d'experts qui sont des experts qui peuvent être issus du monde de la recherche publique, c'est mon cas, mais qui peuvent aussi être des experts issus du secteur privé. Donc, ça a été le cas dans précédents rapports, mais en particulier aussi dans celui-là. Donc, dans ce cas-là, hein, les experts ne représentent pas les entreprises dont ils sont issus, ils interviennent simplement au regard de leur propre expertise pour contribuer au rapport. Il y a aussi des experts issus du secteur public et puis des populations locales et autochtones dans chacun des chapitres. Donc, qu'est-ce qu'une évaluation IPBES? En fait, une évaluation IPBES, elles peuvent être soit globales, c'est ce qui se passe pour le Global Assessment, d'ailleurs, qui est en cours aujourd'hui de retravail, première version du Global Assessment qui est sortie en 2019. Sinon, elles peuvent être thématiques. Par exemple, il y a eu des rapports sur la pollinisation. Elles peuvent être géographiques. Par exemple, des évaluations qui vont porter plus sur l'Europe ou sur l'Amérique du Sud. Ou elles peuvent être méthodologiques. Et c'est le cas du rapport entreprise et biodiversité, ce qui le positionne et ce qui lui donne un angle et un regard particulier, bien sûr, sur ce sujet entreprise et biodiversité qui aurait pu être appréhendé ou approfondi à partir d'angles différents. Mais là, c'est vraiment un angle méthodologique, avec un enjeu, une mission au départ de ce rapport qui était d'évaluer les mesures d'impact et les méthodes de mesure d'impact et de dépendance des entreprises à la biodiversité. Donc le cœur du rapport est bien un cœur d'analyse, de revue de littérature et d'analyse méthodologique, même si vous verrez que plein d'autres messages, et bien sûr il y a d'autres choses qui dépassent cette stricte évaluation des méthodes. Chaque évaluation, elle se compose à la fois d'une revue de littérature académique et de littérature grise, mais aussi avec tout un travail de prise en compte de connaissances issues des communautés locales et des populations autochtones, qui sont impliquées de différentes manières dans l'élaboration des contenus du rapport, des rapports, hein, IPBES. Et puis, je le disais en introduction, chaque évaluation se constitue d'un résumé pour décideurs, qui est, et c'est ça la particularité sur laquelle je voulais insister, qui est en fait discuté littéralement ligne à ligne par les États membres
de la plateforme pendant la plénière, et c'est ce qui s'est passé à Manchester en février dernier, hein, où vous avez vraiment pendant une semaine, de 9 heures à minuit tous les jours, la discussion ligne à ligne du résumé pour décideurs produit par les experts, mais qui du coup est discuté, amendé, dans un processus de dialogue entre les États, les représentants des États et les experts qui ont porté le rapport. Donc, ça donne un poids particulier en fait à ce rapport, sachant que toutes les connaissances qui sont produites dans ce rapport sont qualifiées avec des degrés de certitude, disons, plus ou moins forts. Donc là aussi, hein, on est vraiment sur une évaluation des connaissances et rien dans le rapport ne va au-delà, en théorie, enfin pas en théorie, en pratique, je l'ai vécu, mais ne va au-delà de ce qui existe déjà en fait dans la littérature, ce qui à la fois lui donne une robustesse et puis bien sûr lui donne aussi certaines limites. Voilà, il y a aussi tout un cycle, hein, de révision externe, donc auquel certaines et certains d'entre vous ont peut-être participé. Au fil de l'eau, hein, il y a des appels à relecture auxquels peuvent participer tout un tas d'acteurs et auxquels on doit répondre en tant qu'auteur, point à point, et intégrer dans le rapport. Ce rapport, il a été préparé donc pendant 3 ans. Il a impliqué 79 experts venant de 35 pays différents. Et donc, je vais vous en présenter les principaux éléments. Ça, c'est le moment d'adoption du rapport à l'IPBES, où vous voyez donc sur l'estrade les co-chairs du rapport, et puis dans la salle, tous les gouvernements qui ont participé à la discussion point à point du résumé pour décideurs. Donc, ces grands messages sur lesquels je vais ensuite insister, je vais revenir de manière un peu plus approfondie, mais ces grands messages, vous les connaissez, la perte de la biodiversité est l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur les entreprises et la biodiversité. La grande majorité des modèles économiques sont aujourd'hui non durables et contribuent substantiellement au déclin sans précédent de la nature. Et ce déséquilibre crée aujourd'hui un risque systémique critique, à la fois pour la nature, bien évidemment, mais aussi pour l'économie et la stabilité financière. Tous les secteurs et toutes les entreprises dépendent de la biodiversité. Tous les emplois, on pourrait dire, dépendent de la biodiversité. Et il y a un certain nombre d'obstacles auxquels les entreprises sont confrontées, qui entravent leurs efforts pour faire face ou pour mieux gérer leurs impacts et leurs dépendances à l'égard de la biodiversité. Je vais revenir sur le troisième élément. Et donc, ce rapport, il propose aux entreprises des options d'action immédiates pour faire face à leurs impacts et à leurs dépendances. Mais il met aussi en avant des actions qui peuvent être portées par d'autres acteurs, acteurs financiers, gouvernements, sociétés civiles, etc., pour amorcer des changements plus systémiques. Donc, si vous regardez le résumé pour décideurs, vous verrez qu'il y a 10 key messages, hein, et 29 background messages qui viennent soutenir en fait ces 10 messages clés. Et l'ensemble de ces 29 background messages, ils sont ancrés dans le texte produit par les experts dans les chapitres. Donc, vous pouvez tracer, en fait, toutes les phrases sont traçables jusqu'à des éléments de connaissance qui sont développés dans les chapitres. Le résumé pour décideurs, il comprend une première partie sur les relations entre les entreprises et la biodiversité. Ensuite, il décline des options d'action et ensuite, il décline l'aspect méthodologique pour soutenir ces options d'action, donc notamment des aspects de mesure d'impact et de dépendance. Vous voyez sur la gauche le schéma qui résume en fait, hein, l'ensemble des éléments du rapport. Vous avez les entreprises qui ont des niveaux de décision différents au niveau corporate, au niveau du portefeuille, au niveau de la chaîne de valeur, au niveau des opérations, qui peuvent conduire un certain nombre d'actions en s'appuyant sur différents types de méthodes de mesure et d'évaluation. Mais ces entreprises s'inscrivent dans ce que le rapport appelle un environnement favorable ou un environnement plus ou moins favorable, en fait, justement, qui se constitue de valeurs, de normes, de capacités d'accès à la technologie et aux données, d'un espace réglementaire et de capacités aussi d'accès à des formes de financement et à des outillages économiques. Voilà, et tout ça dépend évidemment d'autres acteurs que seulement les entreprises. Alors, le rapport, il décline aussi, il pose un certain cadre conceptuel, un certain vocabulaire qu'on va retrouver tout au long
du rapport. Donc, si on commence par la question des dépendances, toutes les entreprises, on l'a dit, dépendent de la biodiversité et des services écosystémiques de différentes manières. Et donc, le rapport, il distingue des dépendances matérielles, donc du bois, de l'eau pour les processus industriels, etc. Des dépendances plutôt de régulation de l'environnement, donc tout ce qui va offrir un environnement stable aux entreprises pour pouvoir opérer. Donc, c'est toutes les services de régulation, de pollinisation, de régulation des inondations, etc. Et puis des dépendances non matérielles, par exemple, on va dire la dépendance du tourisme en Camargue à la valeur accordée aux flamants roses, par exemple. Donc, ces différentes dépendances, elles peuvent être directes ou elles peuvent s'exercer au niveau de la chaîne de valeur de différentes manières. Donc, il y a un enjeu à comprendre ces différentes dépendances tout au long de la chaîne de valeur, sachant qu'une même entreprise peut avoir des dépendances très diverses selon ce qu'elle fait. Dépendances qui peuvent s'étendre dans le temps, par exemple le bois qui proviennent d'anciennes plantations ou des effets saisonniers, et qui peuvent bien sûr s'étendre sur des distances spatiales très fortes. Par exemple, il y a des études qui montrent que toute une partie de l'agroalimentaire en Europe dépend des pollinisateurs au Brésil. Donc voilà, ça c'est sur la dimension dépendance. Sur la dimension impact, vous retrouvez les 5 facteurs d'impact de l'IPBES. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, le rapport distingue entre les impacts directs. Donc, par exemple, vous installez, une mine s'installe sur une forêt. Bon, vous voyez bien que ça a un impact direct sur le biome forestier, la destruction de l'habitat, etc. Mais cette mine, par exemple, va entraîner tout un tas d'impacts indirects par les flux de population, les flux de développement d'infrastructures, etc., que va drainer derrière l'installation de cette mine, par exemple. Et puis, il y a cette dimension aussi, qui, moi, m'intéresse plus particulièrement aussi par rapport à mes travaux, mais qui est la notion d'impact cumulatif et qui rend bien compte aussi du caractère complexe et situé de la problématique biodiversité par rapport à la problématique climat. Donc, les impacts cumulatifs, on peut prendre 2 exemples. Vous avez 2 projets d'aménagement, un qui produit de la pollution sonore, l'autre qui produit de la pollution lumineuse. Ces 2 types de pollution posent problème pour une population de chauves-souris qui est dans la zone. Et c'est bien l'effet combiné de ces 2 types de pollution qui peut amener cette population au déclin, parce que peut-être que s'il n'y avait qu'un seul des effets, ce ne serait pas le cas. Voilà. Donc, d'autres exemples, ça peut être de dire vous avez des pollutions qui viennent de milieux marins, qui viennent de pollutions terrestres qui vont avoir un effet sur un milieu marin, auquel se combine le réchauffement de l'océan dans cette zone, puis se combinent des effets de surpêche. Vous pouvez avoir des effets d'effondrement de l'écosystème local et des activités économiques qui en dépendent. Donc, ça, c'est ce qui est caractérisé par cette notion d'impact cumulatif. Ces impacts et ces dépendances, ils créent des risques, donc des risques physiques, dommages causés aux bâtiments ou à des infrastructures linéaires, par exemple, dû à l'érosion des sols dans une zone montagneuse parce qu'il n'y a plus de forêt. Ça, on est sur un risque physique dû à l'érosion de la biodiversité qui se pèse sur des infrastructures linéaires. Risque de transition, mauvaise anticipation de choix de consommateurs, nouvelles réglementations, etc. Si vous prenez l'exemple de Nestlé, dans les récents scandales qu'il y a eu, c'est une combinaison d'un risque physique, d'une mauvaise anticipation du risque physique sur la qualité de la nappe d'eau, qui dépend des autres acteurs du bassin versant, mais aussi de risques réputationnels. Et puis des risques systémiques. Donc là, on est sur des chocs macroéconomiques ou financiers qui vont entraîner l'effondrement d'un système. Risques systémiques qui sont de plus en plus évidents et mesurables. Il y a un certain nombre d'études sur le sujet. Le Forum économique mondial classe d'ailleurs la biodiversité parmi les risques systémiques les plus graves dans les 10 prochaines années, selon les rapports 2025-2026. Et le rapport parle aussi un peu moins, à mon grand regret, mais de quelque chose qui va nous intéresser particulièrement ici, c'est la question des opportunités. Avec le fait que la biodiversité représente aussi des nouvelles opportunités, soit de nouveaux services, de nouveaux produits, de gains d'efficacité, de co-bénéfices, etc., etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, c'est là que se situent en fait aussi les activités économiques relatives à la conservation, la restauration et l'usage durable des pratiques. Le rapport, un de ces messages sur lesquels
il insiste beaucoup, c'est que toutes les entreprises de la biodiversité dépendent de la biodiversité et ont un impact sur celle-ci, contribuant à son déclin et engendrant des risques systémiques, mais que du coup, ce n'est pas qu'un problème de responsabilité sociale ou autre, c'est vraiment un enjeu, c'est un enjeu à la fois stratégique, de compétitivité et de conditions préalables à la réussite à long terme de, des modèles économiques de toutes les entreprises. Donc ça devient un enjeu de compétitivité. Les conditions actuelles, elles ne permettent pas les changements nécessaires. Donc, le rapport met en avant les obstacles liés au modèle d'affaires encore essentiellement axé pour le plus grand nombre des entreprises sur une consommation matérielle toujours croissante. Le rapport dit très clairement que les pressions exercées par l'actionnariat pour des profits à court terme sont un des obstacles importants à des changements transformateurs. Parce qu'ils ne prennent pas en compte les cycles longs de renouvelabilité aussi des écosystèmes, etc. Des problématiques évidemment de redevabilité insuffisante. Le rapport met en avant le chiffre de 1%, moins de 1% des entreprises mondiales qui produisent des éléments de redevabilité sur la biodiversité. Et une redevabilité qui est encore très largement axée uniquement sur les risques financiers que la chute de la biodiversité fait peser sur les entreprises, plutôt que sur le reporting d'impact par rapport à des cibles écologiques qui vont être élaborées à la fois scientifiquement et démocratiquement. Donc ça, le rapport le dit clairement aussi. Ce qui n'était pas gagné, hein, je tiens à le préciser. Voilà, mais bien sûr, les entreprises n'opèrent pas dans le vide, elles opèrent dans un environnement qui aujourd'hui est défavorable au fameux changement transformateur, pour reprendre le vocabulaire de l'INPES. Et pour prendre un des chiffres importants que met que le rapport met en avant, c'est le différentiel entre les flux financiers annuels qui soutiennent directement des activités qui contribuent à la perte de biodiversité, donc de 7 300 milliards de dollars. Alors, il y a 4 900 milliards de dollars de flux privés et le reste de flux de subventions publiques, tandis que seulement 220 milliards de dollars sont consacrés à des activités de restauration, de conservation et d'utilisation durable de la nature. Donc, c'est un rapport de 1 à 30. Face à ces constats, donc les entreprises, le rapport dit que les entreprises peuvent et ont une responsabilité particulière à agir à tous les niveaux comme force positive de changement. Encore une fois, je colle au vocabulaire du rapport. Et elles peuvent le faire à différents niveaux, au niveau du portefeuille pour les plus grandes entreprises, en désinvestissant par exemple d'activités impactantes ou exposées au risque, au niveau de la direction générale, en élaborant et en mettant en œuvre des plans de transition nature crédibles, par exemple, en fixant aussi des cibles claires et mesurables en termes de protection de la nature. D'exercer la vigilance, évidemment, et son influence sur les fournisseurs, sur les distributeurs, tout au long de la chaîne de valeur, pour qu'ils réduisent eux aussi leurs impacts et gèrent mieux leur dépendance à la nature. Et puis, à l'échelle des sites, des territoires, former l'ensemble des employés aux enjeux biodiversité. Donc, il y en a d'autres, hein, c'est que des exemples, mais... Et puis, s'engager dans des collaborations à l'échelle des territoires pour la préservation de la biodiversité. Bon, je vous le disais, c'est un rapport méthodologique, donc le cœur du rapport s'intéresse à cette question méthodologique de l'évaluation des impacts et des dépendances. Et là, le message, il est très clair aussi, c'est de dire les méthodes, les connaissances et les données existantes sur les impacts et les dépendances, bien que largement imparfaites, sont déjà suffisantes pour guider l'action dans la bonne direction. Et bien sûr, au fur et à mesure où elle s'améliore, etc., ce sera encore mieux. Mais le message, c'est que tout le monde, en fait, toutes les entreprises peuvent commencer dès maintenant et apprendre en marchant sans être bloquées par cette idée qu'il faudrait mieux mesurer, il faudrait la bonne méthode pour mesurer ou la bonne métrique, etc. etc. Et donc, le rapport encourage d'ailleurs les entreprises de tout secteur à s'engager aussi sur ce sujet, à lancer aussi des recherches scientifiques, à s'engager aussi auprès des communautés locales qui ont aussi un ensemble de données, etc., pour continuer à élaborer et à avancer sur l'évaluation de leurs impacts et de leurs dépendances. Donc ça, si vous regardez le résumé pour décideurs, il y a d'autres tableaux, il y a des choses qui vous permettront d'aller beaucoup plus précisément que ce que je vais vous dire là, mais l'enjeu, c'est pas que je décrypte pour vous cette figure dont on peut questionner
la lisibilité, mais en tout cas, ce que le rapport dit quand même et ce qu'il apporte, à mon avis, d'important, c'est que dans la jungle actuelle d'outils de mesure d'impact et de dépendance, il clarifie déjà le fait que malgré la profusion d'outils, tous se ramènent à 5 grandes familles de méthodes de mesure, donc les observations locales, les formes de cartographie et suivi participatif, les analyses spatiales, les analyses de cycle de vie et les modèles économiques, écologiques macro, que ces différentes familles de mesures, en fait, elles vont être plus ou moins pertinentes selon les finalités, les questions qui se posent, est-ce qu'on cherche à comparer des options, est-ce qu'on cherche à avoir des suivis précis du lien entre des activités et des engagements pris et des changements observables sur la biodiversité, etc. Donc, le message, hein, c'est qu'il faut apprendre à choisir et à combiner, selon ses propres besoins stratégiques et décisionnels, ces outils et ces méthodes de mesure d'impact et de dépendance. Et il donne des critères aussi pour choisir, hein, et pour essayer de choisir quelles sont les méthodes pertinentes pour quel type de finalité et à quel type de niveau de décision. Voilà, je n'en dis pas plus. On pourra y revenir si vous voulez. Ensuite, ce que dit le rapport, et ça, je suis à l'aise pour en parler, d'autant plus à l'aise pour en parler que c'est les sections auxquelles j'ai plus particulièrement aussi contribué, c'est que mesurer et évaluer ne suffit pas pour informer l'action, qu'il est important d'intégrer progressivement ces métriques dans les systèmes comptables des entreprises, en tenant compte, et donc pour ça, il y a différentes manières de le faire, il y en a qui sont meilleures que d'autres, hein, et plus transformatives que d'autres. Et celles qui sont considérées comme étant les plus transformatives, c'est celles qui vont réellement prendre en compte les valeurs intrinsèques et relationnelles de la nature et pas simplement les valeurs instrumentales, autrement dit, pas simplement la valeur des services écosystémiques, mais bien de prendre en compte les valeurs au regard de cibles écologiques collectivement actées, par exemple par rapport au règlement restauration en cours de discussion, par rapport à la DCE, etc. En tout cas, de prendre en compte ces valeurs de la nature dans les systèmes comptables. Et voilà, il y a des développements là-dessus que je n'ai pas le temps de vous présenter ici, mais c'est un élément qui est mis en avant. Donc, le rapport, ce qu'il nous dit, c'est que les entreprises ne peuvent pas tout faire toutes seules. Il y a besoin aussi que d'autres catégories d'acteurs œuvrent activement à l'élaboration à l'avènement, disons, d'un environnement plus favorable au changement. C'est ce que représente ce schéma. Pour ça, il met en avant plus de 100 leviers d'action pour créer cet environnement favorable qui se distinguent, qui se ventilent, hein, en actions qui vont renvoyer à des enjeux plutôt réglementaires et de politique publique, des enjeux de mise en place d'instruments économiques ou financiers, etc., etc. Pour prendre quelques exemples sur la question des gouvernements, exemples de leviers d'action qui sont mis en avant ou d'options d'action qui sont mis en avant par le rapport, c'est l'intégration de critères de biodiversité dans l'attribution des marchés publics, dans l'aménagement du territoire, c'est renforcement des législations sur les études d'impact, renforcement des cadres de reporting sur les risques, mais aussi, bien sûr, sur les impacts liés à la biodiversité, encore une fois, en allant au-delà de la matérialité financière et en demandant aux entreprises des plans de transition. Mise en place d'instruments économiques d'une fiscalité incitative pour valoriser les contributions à la nature, ce qui me semble intéressant pour vos métiers. Ouvrir les bases de données sur la biodiversité en collaboration avec la société civile, etc. Pour les acteurs du système financier, donc là, l'enjeu, hein, c'est d'arriver à rediriger les flux financiers vers les activités qui contribuent à la nature plutôt que qui la détruisent. Et donc là aussi, ça va toucher à différents types d'actions possibles, développer des instruments innovants pour financer des activités ayant des impacts positifs ou pour transformer des activités qui favorisent la biodiversité. Pour les agences de développement, ça peut être de donner l'exemple et d'intégrer des critères de biodiversité dans les investissements, de fournir des assistances techniques, etc. etc. Vous voyez l'idée. Et bien sûr, le rôle de la société civile qui est aussi tout à fait important et souligné avec un enjeu fort que la société civile
continue en fait à être scrupuleuse, exigeante, à maintenir la pression, à exiger aussi des prises de responsabilité continues sur les entreprises au regard des enjeux de protection de la biodiversité. Participe aussi à des formes de surveillance de l'état des écosystèmes et des responsabilités en matière de dégradation, afin de pouvoir aussi demander des comptes aux acteurs privés et publics en la matière. Et puis, puisse aussi, par exemple, être à l'initiative d'initiatives collectives sur les territoires ou à d'autres échelles. Donc, pour conclure cette section, et je finirai juste, si j'ai encore 5 minutes que tu m'accordes, Yannick, et que vous m'accordez tous. Bien. Oui, pardon. 5 minutes, je te confirme. Donc voilà, le rapport, hein, ce qu'il dit, c'est que le changement est possible si chacun individuellement, entreprise, gouvernement, acteur financier, joint le geste à la parole et place la barre haut, mais aussi s'engage dans des formes d'action collective pour faire advenir ce fameux environnement propice ou favorable, enabling environment, où les entreprises peuvent contribuer à la biodiversité et à un avenir juste et durable. Alors, simplement pour conclure sur moi, ce qui me semble, du point de vue de mes recherches et du point de vue de ce qu'on pourrait discuter ensemble, ce qui me semble important, c'est une autre figure issue du résumé pour décideurs qui montre les interdépendances qui se jouent à l'échelle territoriale entre acteurs publics et privés et entre acteurs privés eux-mêmes, à savoir que des activités de renaturation, de restauration peuvent avoir des co-bénéfices pour d'autres entreprises, potentiellement d'autres activités économiques. Au contraire, que certaines activités qui vont dégrader l'écosystème à un certain endroit vont avoir des effets négatifs sur d'autres et créer des risques, etc., etc. Et donc, l'enjeu, en fait, d'arriver à comprendre et à construire des stratégies, des collaborations collectives à l'échelle des écosystèmes est pour moi absolument central. De mon point de vue, les entreprises du génie écologique ont un rôle, de par leur métier et par leur capacité d'innovation, etc., aussi, ont un rôle central à jouer sur ces dynamiques collectives. À la fois en poussant pour créer, pour que justement cet environnement favorable reconnaisse mieux les contributions apportées par vos métiers aux écosystèmes, mais aussi pour participer activement à inventer des modèles économiques territoriaux qui placent la préservation de l'écosystème au cœur des enjeux. Bon, pour ça, hein, plus si je vais du côté de mes recherches, la nécessité de combiner, il y a une nécessité de combiner en fait à la fois des modèles de stratégie collective qui peuvent être conduits à l'échelle des territoires et donc portés, à mon avis, aussi par les entreprises du génie écologique hein, pour réinscrire les métiers d'ingénierie, de données, d'animation territoriale autour de la biodiversité dans le cadre de stratégies d'engagement collectif aux côtés d'autres parties prenantes pour gérer l'écosystème sur le long terme, ce qui pose des questions de type de partenariat, de modalités d'action et de négociation collective, de rôle, de positionnement et de conditions de légitimité des activités. Ça, c'est tout ce qu'on, dans nos travaux, on a appelé les modèles d'affaires pour la gestion des écosystèmes. Je pourrais revenir sur comment on a élaboré ça. En fait, j'avais à l'époque fait ma thèse avec une entreprise du secteur de l'environnement, justement, il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc, c'est la suite de cette réflexion-là. Et puis, tout ça doit être couplé à des systèmes d'évaluation, des systèmes comptables collectifs qui vont pouvoir aider les entreprises et les autres acteurs à organiser, suivre, rendre compte des stratégies de cogestion de l'écosystème et qui vont, du coup, permettre de pouvoir suivre collectivement l'état de l'écosystème au regard d'activités de multiples acteurs, démontrer la diversité des contributions apportées par les métiers de génie écologique, c'est le point central, rendre mieux visibles les co-bénéfices et les réductions de coûts, de risques pour les autres, là aussi pour pouvoir potentiellement mettre en avant la valeur ajoutée aussi des métiers, et outiller les initiatives collectives sur le temps long. Donc tout ce domaine-là de réflexion, c'est ce qu'on appelle la comptabilité écosystème centrée, qui est donc sur laquelle, hein, qui est un sujet sur lequel maintenant on a conduit plus de 10 ans de recherche, à la fois conceptuelle, mais aussi de mise à l'épreuve sur le terrain,
et puis de développement aussi de formation, de jeux sérieux, de formation aussi plus approfondie sur le sujet. Bon, je ne vais pas ouvrir cette boîte. On a développé un certain nombre de cas d'études aussi qui ont impliqué différents types de partenaires, publics, privés, autour du développement et de l'expérimentation de cette méthode qui vise à, encore une fois, accompagner des collectifs d'acteurs dans la gestion collective des écosystèmes pour reconnaître des responsabilités dans les impacts, comprendre les interdépendances et s'engager aussi sur des contributions et la complémentarité des contributions à apporter à l'écosystème et à sa préservation. Si vous voulez aller plus loin, je pourrais envoyer à Yannick un rapport de synthèse qui montre des exemples d'application de cette méthode. Et comme je le disais, on a aussi récemment lancé un jeu de formation et de sensibilisation à ces enjeux de coopération et de comptabilité collective sur les écosystèmes, qui s'appelle Econego, et puis aussi des cas pédagogiques où vraiment on travaille, on met les participants dans la peau d'une entreprise de génie écologique et du secteur de l'environnement pour faire travailler sur des stratégies d'engagement des parties prenantes d'acteurs sur un territoire et de développement de ces types de comptabilité collective. Voilà, et dernière diapositive, tout ça pour vous dire aussi qu'on en est au stade de maintenant sortir tout ce contenu aussi du monde académique et de l'expérimentation en recherche-action pour vraiment construire une communauté de pratique autour de ces comptabilités collectives pour les écosystèmes. Et donc pour ça, on structure une initiative partenariale à but non lucratif pour monter en échelle, amplifier le passage à l'action sur les territoires, mettre à disposition des ressources méthodologiques, des contenus de formation, des retours d'expérience, se mettre en capacité de former des professionnels opérant sur les territoires et donc de structurer cette communauté de pratique, développer des outils aussi accessibles, et puis offrir une plateforme d'échange, élaborer des référentiels sur ces comptabilités à l'échelle collective sur les écosystèmes. Voilà, donc si ça vous intéresse, petite page de pub en toute dernière diapo, si ça vous intéresse de nous aider à co-construire et à faire exister cette ambition, n'hésitez pas à revenir vers moi suite à cet échange. Si vous voulez télécharger directement le résumé pour décideurs, vous avez le QR du rapport IPBES, vous avez le QR code ici, et j'en ai fini. Merci pour votre écoute. Et ravi de pouvoir aussi, et très intéressé d'entendre vos réactions sur comment le secteur que vous représentez pourrait se positionner aussi par rapport à tous ces enjeux. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Clément. Donc voilà, je pense qu'effectivement maintenant on va pouvoir passer à la partie dynamique de l'échange. Donc je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à allumer vos caméras et à prendre vos micros. Est-ce qu'on peut le faire Je vais regarder si je peux le faire tout de même. Oui. Donc on est en train de faire la bascule pour vous permettre d'allumer vos micros. Sinon, vous pouvez aussi taper vos questions dans le chat. On fait juste les petits ajustements techniques pour permettre tout ça. Alors moi, juste Clément, le temps qu'on donne la parole à tous nos participants, moi j'avais une remarque effectivement sur le processus, enfin, sur l'aspect systémique en fait de ce que tu as présenté. Tu as évoqué les questions de cumul d'impact, des enjeux à l'échelle filière, hein, et c'est vrai que par rapport le ratio là, que tu montrais sur les investissements au détriment de l'environnement par rapport à ce qui était favorable à l'environnement et à la biodiversité, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement interpellant. Bon, moi, je connais plutôt le côté infrastructure. Hein. On était dans un ratio, rien que sur le volet infrastructure, on est aux alentours de 3 4 000 milliards de dollars investis par an en infrastructure, quand dans le même temps, voilà, on investit 200 milliards dans la biodiversité. Donc là, on était à 0,5% du total. Hein. Toi, tu faisais un rapport de 1 à 30. Mais c'est des ratios, en fait, qui sont totalement déséquilibrés. Et je vois qu'il y a des premières caméras qui s'allument, peut-être des premiers micros aussi. Donc, je vais laisser la parole à nos participants. Et je vous invite à vous présenter quand vous prenez la parole. Est-ce que vous arrivez à allumer vos micros? Normalement, c'est bon, oui. Normalement, les micros, vous pouvez les allumer maintenant. Donc, je vois qu'il y a une caméra qui est allumée, Monsieur Augustin.
J'arrive pas à voir Augustin Zeltz. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Le micro ne marche pas encore non plus. Alors, pourtant, ils ont les autorisations. Normalement, les autorisations sont bonnes. C'est toujours les joies du direct. Hein, donc, en train de voir pour régler ce sujet. Non, tout est bon. Normalement, vous pouvez ouvrir les micros. Et c'est bon, Madame Baquet. Fonctionne. Alors, Oui. Madame Baquet, vous êtes la première à avoir réussi à allumer le micro. Donc, Monsieur Zen, si vous pourrez le faire juste après. Ouais. Je me lance. Lily Bakoué de Nègre. Donc, je suis chef de projet au sein d'un bureau d'études français. Je ne travaille pas en France, mais je suis quand même basée dans une de leurs filiales. Je suis aussi une ancienne élève de Monsieur Fégère, mais c'était il y a plusieurs années déjà. Merci pour votre présentation déjà, c'était très, très intéressant. Je pense que quand on fait 4 ans, enfin quand on met 4 ans à rédiger un tel rapport avec autant de personnes impliquées et de données analysées, on a envie qu'il soit diffusé le plus largement possible. Du coup, j'aurais aimé savoir si vous aviez peut-être au sein de l'IPBES, des actions de lobbying ou des leviers de communication à large échelle pour notamment toucher ces entreprises qui ont des impacts sur la biodiversité, pour toucher aussi les sphères gouvernementales, si je puis dire, et même peut-être au niveau des députés, etc. Quelle est votre stratégie un peu de communication et de diffusion de ces informations autour du sujet des entreprises et de leur impact et dépendance à l'environnement? Merci. Je sais pas, Yannick, si tu veux qu'on prenne plusieurs questions. Pour l'instant, les mains ne se lèvent pas, mais ils sont timides. Bon, ils vont être moins timides après. Donc, il faut juste lancer la discussion. Bon, après, j'ai des questions, mais tu me connais, je suis bavard. Donc, Merci beaucoup pour la question. Alors, donc moi, ce que j'ai pu observer, parce que j'ai découvert en même temps que j'ai participé à ce processus, la manière dont fonctionne LibBes. Donc effectivement, il y a toute une équipe très professionnelle de communication et qui continue en fait encore aujourd'hui à décliner les résultats du rapport. Donc si vous regardez sur LinkedIn, si vous regardez sur le site, il y a des présentations, des vidéos qui sont proposées pour décliner et rendre plus accessible les contenus du rapport. Après, comment dire, moi j'ai participé à ça aussi, mais il y a eu tout autour du lancement du rapport, en fait, on a pu bénéficier aussi de formations qui nous permettent chacune et chacun des auteurs, et notamment dans les différents pays, de porter ce sujet. Je sais que la FRB, qui est le point contact de LibBes en France, a fait aussi un travail de communication voilà. Et après, j'aurais tendance à dire, c'est vraiment aux acteurs de s'en emparer. Ces rapports, pour moi, leur valeur ajoutée, c'est qu'ils ont une certaine autorité de par le processus scientifique d'élaboration combiné au processus politique de discussion et d'adoption. Donc, ils posent un cadre. Et après, je pense que... Et moi, c'est une question que j'ai presque envie de vous poser, vous collectivement, c'est-à-dire vous, dans cette filière-là, de ce que j'ai pu raconter, de ce que vous avez pu lire par ailleurs du rapport, comment vous pourriez en fait vous en emparer pour pousser des points d'évolution, par exemple réglementaires, qui permettraient d'avoir un environnement plus favorable à la reconnaissance et à la valorisation de vos activités. Comment ça peut être utile pour vous, pour par exemple, mieux vous repérer dans les enjeux d'évaluation d'impact et de dépendance des autres acteurs dont vous pourriez contribuer à gérer justement les impacts et dépendances par vos métiers. Enfin, je trouve que c'est ça qui serait peut-être intéressant aussi à discuter là, c'est comment vous, en fait, vous pouvez vous en emparer dans vos métiers et vos organisations pour pousser quel type de message et appuyer sur quel type de levier. Je pense qu'il y a aussi cette logique-là, quoi. Merci Clément. Alors, je vois que M. Zelt a toujours sa caméra allumée. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Micro. Oui, tout à fait. Quelques soucis techniques. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Moi, j'ai une question. Alors, je travaille pour une fondation, la Fondation Apprentis d'Auteuil. Donc, rien à voir avec l'écologie
en tout cas, enfin, si, avec l'écologie humaine quand même. Donc, vu qu'on accompagne des jeunes en difficulté. Moi, la question que j'ai, c'est que les rapports, et notamment sur la biodiversité, autant sur le climat, il y a une certaine pédagogie et on commence à avoir des choses accessibles pour tous. Maintenant, sur la biodiversité, ça a pris un peu de retard, je trouve, par rapport à cette pédagogie grand public. Est-ce que l'IPBES projette à un moment de travailler sur ce sujet ou pas? Alors moi, enfin, comment dire, moi personnellement, dans mon métier, je suis prof sur des questions de biodiversité, donc j'y travaille un petit peu. Mais je pense qu'au niveau de l'IPBES, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'ils essayent de mettre en place tout un tas de choses qui permettent de traduire ces rapports complexes dans des éléments facilement appropriables. Par exemple, tous ces visuels que je vous ai montrés, pour moi, ils sont très utiles, en fait. Il y en a beaucoup d'autres dans les autres rapports de l'IPBES, hein. Si vous regardez les récents rapports donc, sur le Nexus qui montre le lien entre biodiversité, climat, santé, etc., eau, que vous regardez tout ce qui est ressorti du rapport Transformative Change qui est sorti en 2024, vous avez aussi beaucoup d'éléments je dirais pas de vulgarisation, en fait, je dirais de synthèse bien faite d'éléments de connaissance qui sont effectivement importants à diffuser. Donc, tous ces éléments-là, après, je pense que ce n'est pas forcément le rôle de l'IPBES de les décliner dans tous les pays, dans toutes les instances, dans toutes les institutions. Je pense qu'ils essaient de donner un maximum de choses là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous, hein, le sujet de la biodiversité passe quand même le plus souvent au second plan par rapport aux questions du climat. Or, et c'est ce qui nous réunit aussi ici, il présente des enjeux et il présente des problématiques de cadrage des enjeux de changement qui sont différentes de celles du climat, notamment du fait de ces enjeux situés, singuliers toujours sur le territoire, du caractère aussi complexe des systèmes qu'il s'agit de gérer, que de leur caractère incertain. Je ne dis pas que le climat, c'est plus simple, mais on est dans des systèmes où, par exemple, la question de la mesure et de l'évaluation est quand même plus simple parce qu'elle est moins diversifiée, parce qu'on est sur des formes de calcul arithmétique beaucoup plus que sur le sujet de la biodiversité. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui explique cette lenteur. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Je ne sais pas Oui, juste pour continuer à répondre sur la question que M. Zeltz avait, j'ai mis une publication là, qui vient de sortir du CNRS sur justement la biodiversité en infographie. Je vous invite vraiment à le télécharger ou à le commander. C'est un document extrêmement clair et justement qui répond très directement au sujet que vous abordiez. Donc, mais effectivement, l'objectif est un peu différent par rapport à l'IPBES, mais il complète très bien. Après, il y a d'autres questions dans le chat. Donc, tu en avais une première qui était posée par Bruno Mertens sur pourquoi GIEC et IPBES ne sont pas fusionnés. Enfin, c'est pas une même entité. Donc, si tu avais déjà des éléments, moi j'ai donné un peu de coopération, mais alors moi, je peux que donner mon point de vue personnel. Ça, j'en sais rien. C'est pas les mêmes historiques. Ça fonctionne pas pareil, hein. Il y a quand même eu. Donc ça, je ne saurais pas rentrer dans le détail des différences de fonctionnement entre le GIEC et l'IPBES. Et je pense que voilà, il y a quelqu'un qui recommande un ouvrage dans le chat. Donc probablement, ce sera plus efficace que de. Écoutez, mais je pense que dans l'IPBES, il y a des procédures qui ne sont pas complètement pareilles. Il y a l'inclusion forte, par exemple, des communautés autochtones, la tentative de prise en compte d'autres savoirs que simplement les savoirs experts et les savoirs, disons, purement scientifiques. Et puis, comme je le disais, après, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il me semble que la biodiversité mérite d'être défendue comme un enjeu en tant que tel. Et bien sûr, il faut interroger ces interactions avec la question climatique. C'est ce que fait, par exemple, le rapport Nexus. C'est ce que font les rapports du GIEC quand ils s'intéressent à l'adaptation au changement climatique. Mais je trouve que le fait d'avoir des instances, des rapports qui ont comme point d'entrée les écosystèmes et la biodiversité, est important pour continuer à faire exister en tant que tel ce message sans qu'il soit tout de suite intégré dans un grand tout. Mais ça, c'est ma perspective particulière. Et pour répondre à la question que je vois dans le chat de Bertrand Godillon, alors moi, ce que j'ai comme chiffre,
qui est avancé par l'IPBES, c'est les secteurs d'activité responsables de plus de la moitié du PIB, donc de 44 à 58 milliards de dollars, dépendent modérément ou fortement de la nature. La phrase, effectivement, où j'ai dit tous les emplois sont liés à la nature, c'est une forme oui, de message un peu marquant pour dire trouvez-moi une entreprise qui n'a pas une dépendance à la nature. Et en fait, voilà, donc, à travers les chaînes de valeur, à travers tout un tas de choses, hein, j'ai le co-chair de l'étude qui disait même un coiffeur a des dépendances à la nature puisqu'il utilise des cosmétiques qui sont sourcés à un endroit donné, etc. Après, évidemment, vous avez raison, il y a des degrés complètement différents, ça devrait, et quand on mesure ça sérieusement, il y a des degrés de dépendance qui vont être forts, modérés ou moins forts, et selon les secteurs d'activité, ça va évidemment varier. Il y avait aussi une question de Claire Varret sur la rédaction de synthèses thématiques justement plus destinées aux entreprises. Est-ce que tu sais s'il y a des synthèses plus particulières Non, à ma connaissance, il n'y a pas de synthèse qui a été faite de cette synthèse du résumé pour décideurs. En fait, par contre, le public entreprise a réellement été pris en compte dans cette étude particulière dans la rédaction du résumé pour décideurs. Ça a été un des éléments du document de cadrage de l'étude, était qu'il fallait que ça puisse être appropriable par les entreprises. Voilà. Après, on reste quand même sur un résumé pour décideurs et un rapport qui est commandité par des États. Et donc, effectivement, hein, il fallait que le résumé pour décideurs, il a été discuté par des États et approuvé par des États. Donc, vous avez raison, il a une orientation aussi très politique publique. Sachant que ça me permet de préciser un point aussi, c'est que ce type de rapport ne vise pas à être prescriptif, il vise à pouvoir donner des éléments qui éclairent les arbitrages et la décision, mais non pas des éléments prescriptifs. Donc, vous ne trouverez rien dans le rapport qui dit il faut adopter tel ou tel cadre de redevabilité, ou il faut faire ceci, ou il faut faire cela. Voilà. Moi, je rajoute peut-être sur ce que tu viens de dire, hein, à la fois sur le volet institutionnel, l'accueil du secrétariat par la FRB, il a été fait vraiment avec le soutien du ministère, hein, avec une conjonction avec le commissariat général au développement durable, le service de la recherche, que je connais bien. Et ça, c'était aussi une conjonction vraiment d'impact, c'est-à-dire que le poids du politique, il est aussi extrêmement important dans le portage et la manière dont on peut associer l'ensemble des acteurs au processus de débat. Autre point qui est important, c'est la progressivité en fait de la réflexion sur économie et biodiversité qui est allée de manière croissante. Hein. Les actions de la TNFD, la Task Force on Natural Disclosure, c'était il y a 5 ans ou 6 ans maintenant au maximum. Et il y a vraiment une accélération qu'on voit. Je repensais tout à l'heure quand tu intervenais au congrès mondial de l'UICN qui s'était tenu à Marseille, hein, où là effectivement on avait aussi fait un focus particulier sur les entreprises. Ça s'était accéléré avec le rapport de la Banque mondiale c'était quoi? C'était en 2022-2023 quand il y avait eu la conférence à Montréal, où justement ils avaient mis pour la première fois en avant le fait qu'il y avait quand même 50% du PIB mondial qui dépendait directement de la biodiversité. Et quand on le rapporte à d'autres investissements qui sont faits, les ratios sont forcément bien moindres. Si je reviens maintenant sur une de tes slides, sur notamment les leviers d'action par les gouvernements, tu parlais d'attribution de marché public, tu parlais de dimension études d'impact réglementaire, enfin la dimension réglementaire des études d'impact, sur tout le volet base de données, sur tout le volet instruments, incitations pour les sujets d'économie
économie, instrument économique, et comment on pouvait concrètement l'intégrer dedans. Enfin, moi, quand j'ai vu ta liste, c'est vrai que j'ai repensé très directement, là pour le coup, à ce que fait le génie écologique. Et là, je renverrai directement à la feuille de route nationale du génie écologique qui était parue l'année dernière. Donc ça, c'est aussi, je pense, un encouragement à l'action. Toi, par rapport au sujet et au positionnement de la France et des entreprises françaises que tu as pu voir ces dernières années, est-ce que tu as eu, même de manière estimative, une idée de comment les entreprises françaises se positionnent par rapport à leurs homologues sur ces sujets-là? Est-ce qu'elles sont en avance, en retard ou à peu près au même niveau? Comment... Ouais, c'est difficile à, c'est difficile à évaluer parce qu'on a tous des caisses de résonance qui sont, voilà, qui ne sont pas représentatives de la réalité complètement. Après, moi, j'ai quand même le sentiment, mais c'est des choses que vous connaissez déjà, j'ai quand même le sentiment qu'en France, il y a une avance sur ces sujets biodiversité. Notamment du fait qu'il y a eu des réglementations importantes sur le sujet et sur la prise en compte de la biodiversité par les entreprises qui ont précédé ce que tu as cité, les grandes initiatives comme TNFD, etc. Donc il y a quand même une attention à ce sujet qui me semble être en tout cas, je ne sais pas si on est en avance ou plus en avance que les autres, mais en tout cas, qui me semble quand même être de plus grande ampleur qu'ailleurs. Et par ailleurs, moi, ce que j'ai observé, c'est que la sortie de enfin, en tout cas, dans les webinaires que j'ai pu faire à droite à gauche pour essayer de me faire le porte-parole de ce rapport, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de participants. Donc, par exemple, un webinaire qu'on avait organisé avec Auré, WWF, l'OFB, etc., il y avait 900 participants. Donc, c'est quand même un sujet qui, je pense, intéresse beaucoup. Et tant mieux. Et puis après, il y a des initiatives aussi. Effectivement, je vois dans le chat l'initiative Entreprises engagées pour la nature. Voilà, encore une fois, ce que fait Auré, ce que font OPE, ce que font d'autres acteurs. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui visent à mettre en avant ces types de... Enfin, cette problématique. Après, encore une fois, c'est difficile à évaluer de manière objective, quoi. Merci. Lisa? Oui, bonjour, Lisa Garnier de RTE. Je m'interrogeais sur est-ce qu'il y avait des projets de recherche qui avaient essayé de dérouler en fait l'organisation, enfin le changement d'organisation interne à partir du moment où on voudrait changer par exemple sa comptabilité. Donc je parle pas de projets qui cherchent à mesurer sur le terrain, voilà, ou qui essaieraient de, voilà, d'utiliser par exemple votre méthode, mais en fait, ben, à partir du moment, par exemple, où on voudrait, moi je sais pas, moi, un boulanger voudrait changer sa manière de comptabilité en prenant en compte la biodiversité, par exemple, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait finalement faire sur l'ensemble de sa chaîne euh, pour y arriver? Est-ce que, par exemple, vous changez son logiciel? Est-ce qu'il faut... Enfin, d'un point de vue pratique, en fait, je pense qu'il y a tout un tas de questions qui se posent au-delà du simple fait de compter, en fait, et comment on prend la biodiversité. Et ça, je pense, ça, pour moi, enfin, c'est un truc intéressant à aller explorer. Alors, je comprends plusieurs choses dans votre question. La première, c'est même au-delà des enjeux de comptabilité, même sur les outils de mesure et les difficultés de mise en place, d'accès, voilà, donc ça, vous avez effectivement des éléments, je pense, dans le rapport qui vont décrypter effectivement quelle est la difficulté de mise en œuvre de tel ou tel outil. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Combien il y a de retours d'expérience? Est-ce que donc ça, vous avez des éléments notamment dans le chapitre 4 qui vont où il y a une évaluation aussi des usages, par exemple, des différentes familles d'outils et de méthodes d'évaluation qui ont été utilisées. Mais c'est très difficile d'avoir en fait, c'est très difficile d'avoir des retours d'expérience, là-dessus, qui plus est des retours d'expérience qui font l'objet de publications académiques. Et le rapport, il s'intéresse, enfin, il a comme point d'entrée cet enjeu-là.
Après, sur la question plus spécifique de l'intégration des évaluations des mesures dans les comptabilités d'entreprise, ce que je comprends de votre question, là, on est encore plus, enfin, comment dire, alors nous, évidemment, à la chaire comptabilité écologique, on suit ça de près, vu que c'est le cœur des recherches qu'on porte. Mais du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce sujet de la comptabilité écologique, pour le coup, je pense que la France est en avance sur ces sujets. Ils sont encore très mal compris, en fait, dans la communauté internationale, je pense, enfin, de ce que j'ai pu expérimenter moi-même dans l'élaboration du rapport. Et aujourd'hui, on est plus à un stade de proposition conceptuelle et méthodologique et d'expérimentation de ces propositions, mais il y a quelques travaux qui vont avoir des retours d'expérience détaillés de la mise en œuvre de systèmes comptables qui intègrent la biodiversité dans les entreprises, etc. Mais c'est vraiment minime, en fait, hein. Donc non, c'est un champ qui doit très largement progresser. Et il faut effectivement, c'est d'ailleurs identifié dans les lacunes et dans les gaps à combler dans les années à venir, parce qu'il y a toute une section là-dessus dans le résumé pour décideurs, justement d'avoir en fait d'avancer sur cette question des méthodes comptables à l'échelle des entreprises et de leur articulation par ailleurs à l'échelle des écosystèmes. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Voilà, après, vous avez des gens qui travaillent sur ces sujets, mais c'est pas, il n'y a pas une base de connaissances. Voilà, on est plutôt encore dans le registre de l'élaboration d'un champ que d'un champ complètement constitué et très quadrillé. Mais là, le rapport apporte aussi des éléments importants par rapport à ça, en typologisant des grandes familles en fait, d'approches comptables pour l'intégration des métriques biodives et dans les comptes, les bilans, les tableaux de bord, etc., en distinguant deux axes. Un axe niveau d'intégration dans les comptes et un deuxième axe, quelle représentation et quelle conception de la valeur de la nature. Est-ce qu'on est vraiment sur une conception purement instrumentale ou est-ce qu'on est aussi sur la prise en compte des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire de la protection de la nature par rapport à des seuils écologiques. Et donc ça typologise 4 grandes familles de modèles comptables qui sont décrites dans le rapport et notamment dans la section 6 du chapitre 4 qui devrait sortir en avril. Merci. Je vois que Audrey a levé la main. Oui, bonjour. Alors, attendez, j'arrive pas à actionner ma caméra. Oui, pardon, excusez-moi, bonjour. Je me permets de rebondir. Je suis surprise en fait par ce que vous dites. J'avais l'impression, moi, que la comptabilité, justement, verte, en fait, progressait, en tout cas dans les grandes entreprises et au niveau des collectivités, puisque, en fait, aujourd'hui, notamment au niveau des collectivités, il y a une obligation réglementaire à intégrer une annexe financière au budget. Et à suivre en fait les dépenses au regard des 5 des 5 grands enjeux environnementaux dont la biodiversité. Chaque axe fait l'objet d'un guide qui a été réalisé par une instance internationale. Donc, enfin, je le sais parce que j'ai fait l'exercice pour mon établissement public. Donc, du coup, dans mon esprit, alors je conçois qu'on est au début de l'exercice. Hein. Pour moi, c'est le début des budgets verts, mais je pense que quand même, on commence à être outillé et que, bon, on a encore à progresser dans la mise en œuvre, mais que je pense que quand même, on commence à être outillé. Et j'avais justement l'impression que les grandes entreprises, voire les moyennes, les plus motivées en tout cas, avaient déjà fait ce type d'exercice en tout cas un peu en avance par rapport aux collectivités. Peut-être que c'est peut-être une mauvaise. Je nuance et je circonscris ma réponse précédente. Moi, j'ai compris la question précédente comme étant est-ce qu'aujourd'hui, on a des choses qui nous permettent de manière précise de savoir précisément ce que ça implique à toutes les étapes de mettre en place une comptabilité écologique réussie dans une entreprise? Moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. J'ai peut-être mal compris. Et donc, ma réponse à cette question, c'est oui, et en France, on est en avance, encore une fois, je pense. Hein. Oui, il y a bien sûr plein d'expérimentations qui vont dans ce sens-là. Je ne vais pas vous dire le contraire, puisque je co-dirige la chaire comptabilité écologique. Donc, enfin voilà, on travaille avec des collectivités, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des territoires, etc. etc. Donc, bien sûr, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature scientifique qui décrypte ou met en avant des éléments de réflexivité et de retour d'expérience sur des cycles complets de mise en œuvre de comptabilité, là, on n'y est pas. Enfin, il y a des choses, encore une fois, mais on n'y est pas. Par contre, oui, il y a plein d'expérimentations qui se font. Il y a beaucoup de choses qui quand même relèvent purement et strictement de la mesure et du reporting sans en passer par la case intégration dans les systèmes comptables. Au niveau des collectivités, il y a beaucoup de choses qui se font au sujet des budgets verts, mais les budgets verts, ce n'est pas l'intégration, ce n'est pas encore la comptabilité, donc c'est deux exercices quand même séparés. Donc je circonscris ma réponse, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en tout cas, et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on regarde l'ensemble de la littérature scientifique sur ces questions, et la pénétration de cette littérature scientifique dans le champ de la conservation de la biodiversité et du pool d'experts qui a constitué le rapport, c'est des sujets qui sont encore assez mal compris et où la plupart des collègues, en fait, quand ils entendent comptabilité et biodiversité, ils vont penser à l'évaluation des services écosystémiques. Donc, je répondais par rapport au rapport IPBES. Mais oui, vous avez raison. Et ce mouvement-là, en tout cas, il est bien présenté quand même dans le rapport comme étant, c'est-à-dire la mesure sans l'intégration dans les comptes reste quelque chose qui est utile et important, mais qui ne permet pas d'amorcer un réel changement des modèles de gouvernance et des modèles d'affaires des entreprises. Puisque c'est bien quand on connecte la question de l'évaluation des valeurs de la nature à la manière dont on conçoit la valeur d'une entreprise, que là, on peut commencer à avoir des rebouclages et à se demander ce que ça veut dire une entreprise qui, sur le temps long, réellement intègre la protection des écosystèmes qu'elle impacte et dont elle dépend dans son cœur de fonctionnement, quoi. Voilà, pardon, réponse un peu longue, mais... Merci beaucoup Clément. Alors, merci beaucoup. On approche de la fin. Il y avait quand même une question qui avait été posée dans le chat. Il y avait plusieurs témoignages de l'aspect singulier et exceptionnel de l'OFB en Europe, en tant qu'organisme vraiment dédié au sujet. Et il y avait quand même une question entre deux OFB sur les pistes d'action prioritaires identifiées avec les entreprises de la filière agricole et avec les centres de formation agricole ou les métiers du paysage. Est-ce que tu as des éléments dessus ? Non, parce que le rapport n'a pas creusé, ce n'était pas son angle de travailler sur des secteurs particuliers. Donc en fait, il n'y a pas cette dimension-là d'aller comparer des différents secteurs, etc. Donc non, le rapport, il ne dit pas grand-chose là-dessus. Bien que, évidemment, d'ailleurs, ça a provoqué tout un tas de discussions pendant la plénière sur, par exemple, les chiffres beaucoup plus importants de subventions publiques néfastes à la biodiversité pour différents types de secteurs, agricoles, fossiles, etc. Donc ça, il y a des éléments là-dessus dans le rapport. Mais sur les options d'action spécifiques à différents secteurs, etc., il n'y a pas d'analyse systématique de ces questions dans le rapport. Donc, désolé. Moi, je vais juste rebondir sur le sujet formation en génie écologique parce que c'est un des sujets dans lequel l'UPGE est justement en charge, formation initiale dans le cadre du Live Biodiv France. Et on travaille vraiment sur le développement, la coordination, la montée en puissance aussi d'une filière de formation coordonnée, capable de répondre aux enjeux. Aujourd'hui, on a un besoin de recrutement de l'ordre de 7000 à 7500 personnes par an. Et donc, forcément, formation initiale, formation continue, travailler dans le domaine de la biodiversité, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise et il faut vraiment du temps aussi et de l'expertise pour pouvoir le faire. Et c'est une des ambitions de l'UPGE en tant qu'acteur structurant de la filière que de pouvoir y contribuer. Alors, je vois un dernier message. Voilà, Émilie qui nous dit au revoir et je pense que c'est le moment de se quitter. Donc, je vous ai laissé le lien aussi vers le site de l'UPGE pour pouvoir aussi continuer à suivre nos actualités. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter. Vous connectez aussi sur LinkedIn pour voir pour les prochains webinaires. On est actuellement en train de préparer le programme des webinaires ouverts. On en a aussi des webinaires techniques, mais là qui sont plus
plus réservé à nos adhérents. Et donc, on aura l'occasion dans les prochaines lettres de l'UPGE de vous présenter un petit peu tous ces sujets-là. En tout cas, on va vous envoyer, on va mettre sur les réseaux la présentation et le replay de la journée de la session d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup, Clément. Je pense qu'on peut vraiment chaudement te féliciter pour la qualité de ta présentation. En tout cas, moi, j'ai appris énormément et je pense qu'on aura beaucoup à faire encore dans le proche avenir pour avancer sur ces sujets-là. Merci Donc, beaucoup à tous et tous. un excellent après-midi. Et Yannick, la question de la formation des employés est bien une des options d'action prioritaires identifiées par le rapport. Donc, vous pouvez tout à fait vous appuyer là-dessus pour. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci Yannick pour l'invitation. À très bientôt. Au revoir.